Salut, je m'appelle Marie-André et bienvenue sur Prométhée Fitness. Aujourd'hui, on a le plaisir et le privilège de rencontrer Amélie Poirier, kinésiologue. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, ça me fait plaisir. Ben oui, alors voilà, donc... avec un invité surprise. Exactement, avec un invité surprise, c'est mignon comme tout. Merci d'avoir pu trouver du temps pour nous dans les circonstances, c'est vraiment, vraiment apprécié. Aucun problème. Super! Ben écoute, évidemment, je voulais te poser des questions pour notre auditoire. Tu le sais, 40 ans et plus chez les femmes, c'est ma clientèle en général. Puis bon, avec ton expérience de kinésiologue, j'aimerais que tu m'expliques au niveau biomécanique. Quel changement, en fait, s'opère dans le corps de la femme une fois qu'elle arrive en périménopause et une fois qu'elle est ménopausée? Parfait. Fait que je vais faire juste un bref aussi tour là, d'horizon. Donc, il faut comprendre que la femme arrive à la préménopause, mais en général, les humains, on a ce qu'on appelle le vieillissement. Le vieillissement, je parle pas des vieux, je parle de l'avancement de l'âge chronologique. Donc, quand l'âge chronologique avance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a des changements biomécaniques qui s'opèrent. Donc, c'est sûr que chez la femme qui arrive en préménopause, ben, il y a une cascade encore plus importante qui s'effectue, dû à plusieurs choses dont on va parler aujourd'hui, et qui accentue certains des changements qui peuvent arriver autant à l'homme que à la femme. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Puis, il faut comprendre aussi que ça affecte pas juste au niveau physiologique, mais aussi au niveau hormonal et bien sûr psychologique. Évidemment. Okay, parfait. Super. Ben écoute, moi, j'aborde, c'est sûr que là, une des questions qui revient souvent pour les femmes de 40 ans et plus, on parle beaucoup de la prise de poids et puis tout ça, mais bon, il y a aussi quelque chose de quand même assez important qui s'opère dans le corps de l'humain en général. Passé 40 ans, la masse musculaire, on en perd en moyenne entre 3 et 10 % par décennie qui passe. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup. En fait, moi, j'ai été très surprise quand j'ai vu ce chiffre-là. J'ai dit, oh mon Dieu, mais c'est comme si on s'affaiblit, là, tu sais, à petit feu là, pour tout le reste de notre vie à partir du moment où on passe 40 ans. Évidemment, avec les changements hormonaux qui s'opèrent dans le corps de la femme, ben, c'est accentué encore plus à partir de la périménopause. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cette perte musculaire-là? Exact. Donc, si on revient aussi au processus général mieux connu sous le thème ménopause, faut comprendre que c'est une période qui est longue. Okay? Donc, on a la phase qui est la préménopause. Donc, ça, c'est une phase où une femme a encore ses règles, mais commence à observer certains changements hormonaux. Ça, c'est loin avant la ménopause. Ensuite, on a la périménopause. Tu as effleuré un peu le terme. Peut-être que certaines personnes ne sont pas très familiers avec ce terme-là. Ça, c'est la phase où le cycle menstruel devient un peu plus irrégulier. Okay? Parfait. Puis qu'on a encore plus de symptômes hormonaux qui apparaissent, les bouffées de chaleur, tout ça. Puis cette période-là, elle peut se passer sur plus de 5 à 10 ans avant la ménopause. Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes avant d'arriver à la ménopause qui est définie dans la littérature scientifique par une cessation des règles pendant au moins 1 an. Puis ensuite, on a aussi la post-ménopause. Parce que souvent, on parle de la ménopause, on oublie qu'il y a la post-ménopause. Ah, ça, c'est intéressant. Oui, donc à la post-ménopause, c'est qu'on a la production d'estrogène et de progestérone qui est vraiment là, au ralenti, voire très affaiblie, l'absence de règles, mais on peut avoir encore certains débalancements hormonaux qui nous causent des symptômes. Sur tous les plans dont on va effleurer le sujet aujourd'hui, dont la masse musculaire, on va aussi parler probablement de la densité osseuse, le système géno-urinaire, le système musculaire. Là, ce qu'on veut parler, c'est la sarcopénie. Oh! Okay? Alors, donc, c'est un terme. Alors, il existe vraiment un terme scientifique spécifique pour ça, pour la perte de masse musculaire. OK, exactement. Parfait, intéressant. Donc, ça s'appelle la sarcopénie, c'est la diminution de la masse musculaire. Parfait. Donc, la sarcopénie, qui est vraiment un terme scientifique qui décrit la diminution du tissu musculaire, okay? Parfait. Avec l'âge, et surtout chez la femme qui franchit les étapes de la ménopause, la perte de tissu musculaire est souvent aussi remplacée par une augmentation du tissu adipeux. Et c'est là que la femme devient, entre autres, plus préoccupée par ce phénomène-là parce que non seulement elle perd la masse musculaire, mais souvent c'est remplacé par du tissu adipeux. Ça peut arriver chez l'homme aussi. Et chez la femme, avec le débalancement hormonal, c'est accentué. OK?
Donc, la sarcopénie, ce que ça affecte, c'est que ça diminue notre nombre de tissus musculaires. Dans un tissu musculaire, on a plusieurs types de fibres. Oui. OK? Et non seulement la masse diminue, mais on perd des fibres aussi. OK? Ah, intéressant, ça, je savais Ouais. pas. Donc, la sarcopénie, elle affecte plus particulièrement les types de fibres 1 et 2. OK? Parfait. Puis, on va surtout voir ça au niveau du type de fibre 2. Le type de fibre 2 musculaire, c'est des types de fibres plus en puissance. OK? Ouais. Donc, c'est pour ça que il y a beaucoup de femmes qui vont se diriger plus vers l'entraînement en endurance parce que ces types de fibres-là sont un petit peu moins affectés. Ça, c'est le type 1, hein? Oui, exactement. Ouais. Fait que les fibres lentes, qu'on Oui. appelle. Donc, les fibres rapides sont plus Mhm. affectées rapidement par la sarcopénie, donc sont Ouais. plus diminuées. Cependant, la diminution des types de fibres 2, c'est vraiment important de travailler en amont pour essayer de la ralentir Voilà. parce que c'est des fibres qui vont nous permettre de faire des réactions parce qu'elles sont rapides. Donc, là, on s'évague on divague un peu, mais tu sais, une femme qui perd de la masse musculaire, Oui. la densité osseuse, on va en parler aussi, diminue, sort dehors, pile sur une plaque de glace, doit se réajuster, doit faire un mouvement, une contraction rapide. Oui. Si la masse musculaire rapide est diminuée, augmentation du risque de Oh, chute, de blessure. de blessure, Oh, avec tiens, la densité tiens, osseuse. tiens. C'est vraiment complexe comme phénomène, mais c'est vraiment important d'aller dans un entraînement qui est global. Donc, oui, les fibres endurantes, il faut les travailler, parce que c'est notre moteur, hein, notre Oui. cœur, c'est notre moteur. En effet. Un auto, pas de moteur, on va pas loin. Donc, on travaille nos fibres lentes, ça, c'est sûr. Mais ensuite, c'est important aussi de travailler les fibres rapides, parce Mhm. qu'elles sont là aussi pour d'autres situations de la vie. Entre autres, elles aident aussi à la force maximale. OK? Mhm. Quand on veut faire un effort maximal, donc on est à la barre, OK? Un squat, par exemple, avec la Ouais. barre. Oui. Mais le recrutement pour remonter une charge lourde, Oui. c'est des fibres rapides. Parce que si on fait juste recruter des fibres lentes, ça va être long de monter. Oui. Donc, ça prend des fibres rapides. Donc, par exemple, on est une femme en ménopause, on prend quelque chose au sol, on veut se remonter, mais même si on a beaucoup de fibres lentes, ça se peut que notre force maximale soit diminuée. Donc, c'est important de travailler ces fibres-là. Alors, dans le fond, d'entraînement musculaire, outre juste la prise de masse musculaire, il y a plein d'autres bienfaits là, qui Exactement. sont rattachés à ça. Là. Exactement. Donc, si je reviens à ta question initiale, Oui. par contre, je pourrais pas dire qu'on peut la contrer complètement, la diminution. Parce Ouais. que, comme on a dit tantôt, c'est avec le vieillissement. Ouais. Encore là, on est dans l'âge chronologique. Oui. C'est un phénomène qui est dit normal, c'est étudié, c'est connu. Je pense qu'on peut le ralentir. Puis si c'est bien fait, on peut même peut-être faire des petites pauses. Oui. Et est-ce qu'on peut le contrer complètement? On va finir par perdre la masse musculaire. C'est un phénomène de vieillissement. Oui. Je crois qu'on peut beaucoup le ralentir. Par contre. Parfait. Et ça, on peut le faire, en fait, justement. Oui, en En- faisant un entraînement diversifié. Oui, OK, Donc, parfait. on va en endurance, que ce soit cardiovasculaire ou musculaire. On va aussi plus en puissance, parce qu'on a parlé des fibres rapides. Oui. On va plus aussi en force maximale. Ça, c'est souvent un terme qui fait peur aux femmes. Oui. Mais faire de la force maximale, ça veut pas dire mettre 400 livres sur une barre puis la soulever. OK? C'est relatif à chaque personne aussi. Oui. C'est relatif à notre poids, la force maximale. Mhm. Donc, être capable, par exemple, de faire une traction, c'est de la force maximale. Définitivement. Donc, c'est très important de travailler la force maximale. Puis, j'irais même à dire c'est important de travailler des exercices de coordination, d'équilibre, de souplesse. Ça aussi, ça l'aide là, avec tous nos types de fibres. Puis, comme on veut ralentir le phénomène de sarcopénie, ben, il faut travailler le plus de fibres possible. Mhm. Très intéressant. L'entraînement musculaire avec les lourdes charges, en fait, a un petit peu répondu à la question. C'est important parce que là, c'est là qu'on travaille en puissance, c'est là qu'on travaille en force. Donc, c'est important pour une femme, même si c'est un peu contre-intuitif, parce que les femmes, souvent, je pense, en tout cas, je parle pour moi, je parle aussi, en tout cas, la majorité des femmes à qui je parle, on leur dit lever des lourdes charges. Tout de suite, ils vont imaginer un culturiste avec les énormes pectoraux, tout ça développé. Mais on dit non, là, c'est pas ça qu'on essaie de travailler. Alors, c'est quand même, c'est important. C'est une approche quand même, tu parles d'une approche globale, mais là-dedans, il faut inclure quand même, c'est ça, travailler avec des charges lourdes. Là. Exact. En fait, moi, quand j'approche, que ce soit une femme, j'ai travaillé avec différentes clientèles dans ma vie,
En ce moment, je travaille principalement, je suis entraîneur dans un club d'haltérophilie, donc je travaille avec des jeunes et des moins jeunes au niveau de l'haltérophilie. Vous verriez, on a des athlètes, des jeunes filles, là, entre autres, vous les verrez. Vous ne saurez pas qu'elles font de l'haltérophilie. Elles ne deviennent pas développées comme qu'on pense que ça nous amène, mais elles sont très fortes. Mais où je veux en venir, c'est que quelqu'un qui commence à s'entraîner, ça doit être bien fait. Okay? Donc, qu'on soit une femme qui arrive à la préménopause, périnopause ou en ménopause, on doit commencer par les bases. Donc, jamais on prend quelqu'un puis on va y faire de la force maximale au jour 1. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut travailler avec les bases. Comment on crée une base? Bien, on en a parlé tantôt, on a un moteur, on a notre cœur, mais au côté musculaire, on a notre endurance musculaire. Donc, il faut commencer avec la base. On va dans des répétitions un petit peu plus nombreuses. Donc, plus de répétitions pour s'accommoder à l'exercice, bien le faire, puis bâtir une progression normale. Puis ce terme-là en entraînement, en fait, ça s'appelle le principe de surcharge progressive. Oui, j'en parle souvent dans les vidéos. Donc, le principe de surcharge progressive, ben, c'est important aussi pour la femme ménopausée qui veut augmenter sa masse musculaire et peut-être sa force aussi. Donc, on commence avec des répétitions plus nombreuses, avec moins de charge. Puis éventuellement, on peut avancer. J'ai fait une petite revue de la littérature avant qu'on se rencontre. Puis il y a quand même beaucoup d'études là, qui ont été faites sur du 12 semaines, 3 fois semaine, c'est donc 36 séances. Puis il partait avec du 10-8 répétitions, puis tranquillement, pas vite, il augmentait. Certaines études faisaient, dès le départ, mettons 10, 8, 6, 4. Mais très léger au départ, fallait qu'il y ait des répétitions en réserve. Ça, c'est un concept pour savoir notre effort. Donc, par exemple, si je fais 4 répétitions, mais que mon entraîneur me dit « faut que tu sois capable d'en faire 6 autres après si tu avais à continuer », ben je peux pas être dans de la force maximale encore. Impossible. Mais je commence à comprendre le concept. Là, de séance en séance et de semaine en semaine, on augmentait les charges. Des fois, les études vont 5%, 2, 5 livres, ça dépend, là, mais dans le fond, c'est le principe de surcharge progressive. OK, parfait. Très intéressant. Alors, les avantages de l'exercice physique, évidemment, à tout âge, on les connaît, mais particulièrement pour la période qui nous intéresse, pour une femme qui arrive préménopause, périménopause, dans tout ce cycle-là. Quels sont les bienfaits, en fait, de l'activité physique? Bien, il y a plusieurs bienfaits. En premier, on peut parler de... Que ce soit chez une femme en préménopause ou chez un adolescent ou un homme de 70 ans, faire de l'activité physique, ça sécrète des hormones. Voilà. Nos hormones du bien-être et du bonheur. Oui. On les connaît? Je parle tout le temps des endorphines, puis de la sérotonine. J'en parle tout le temps dans les entraînements aussi. Donc, endorphines et sérotonine, nos amis de l'activité physique. Donc, quand on prend une marche dehors, ça sécrète de l'endorphine et de la sérotonine. Quand on s'entraîne, peu importe le type d'entraînement, faire de l'activité physique, ça sécrète ces hormones-là. Donc, juste là, c'est connu aussi que les femmes qui sont dans les différentes phases de ménopause peuvent avoir des dépressions ou certains effets plus psychologiques. Donc, l'activité physique peut vraiment aider à l'humeur, donc à régler certains... Je dis pas qu'elle peut guérir une dépression, mais elle peut certainement aider. Au moins atténuer un peu. Atténuer certains effets causés par le balancement hormonal qui causent certains problèmes au niveau... certains désagréments là, psychologiques, si on peut dire comme ça. Donc, ça, c'est sûr. Ensuite, c'est sûr que le sommeil, c'est probablement... je suis pas rendue là, donc ça va être dur à dire. L'absence de progestérone, je peux témoigner. Et là, c'est pas facile. Donc, le sommeil soit atténué. Des troubles d'insomnie aussi qui sont mentionnés dans les diverses littératures. Absolument. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans mes lectures, c'est que tout ce qui est le côté... en anglais, ils disent « mind-body exercise ». Donc ça, on parle plus d'exercices comme le yoga, le pilates, la marche, des choses... On va dire peut-être plus douces, mais s'il y en a qui ont déjà fait des cours, on peut vraiment se pousser dans ce style d'exercice-là aussi, dans des sphères qu'on connaît pas. Puis ça va être vraiment tout ce qui est humeur, dont on vient de parler, mais aussi sommeil. Donc, quand on est dans des longues positions qu'on maintient, donc on est dans un... On arrête d'être sur notre... encore une fois, je suis désolée du terme anglais, mais
notre fight or flight Oui, system. oui, 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 oui. Tu sais, dans la vie de tous les jours, à gauche, à droite, on se lève, on a une grosse journée, puis notre système parasympathique est très, 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 très en demande. Oui. Fait que c'est sûr que si on n'est pas capable de le calmer un petit peu, ça peut être dur, en plus de tout ce qui se passe dans notre corps de femme. Mais de faire une certaine activité plus douce. Donc, on a parlé d'équilibre de type d'exercice plus tôt. C'est important, ça aussi, parce que ça l'aide à atténuer peut-être certains facteurs, entre autres au niveau du sommeil et de l'humeur. Ah, intéressant. Donc, intégrer des étirements, quelque chose qui est plus doux. C'est ça. Exact. Alors, c'est complet. Il faut que ce soit complet. Il faut que ça soit complet. C'est bien. Super. Alors, d'un point de vue kinésiologique, qu'aurais-tu à dire à une femme qui est soit préménopause, périménopause ou qui est ménopausée? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? À quoi tu l'inviterais? Okay. Si j'avais à me retrouver là, dans un gym, dans une clinique de physiothérapie ou multidisciplinaire, par exemple, puis que j'avais une patiente, une cliente qui est dans cette phase-là de sa vie, mais c'est sûr que je l'approcherais... J'ai une approche assez globale, peu importe le type de population. Puis ça commence par change une habitude. Change une habitude de santé, une habitude de vie saine qui est réaliste. On peut pas changer toutes nos habitudes. Donc, commence par une, celle qui te fait du bien, celle qui a le plus prend la meilleure place dans ton horaire, qui fait le plus de sens, que tu peux le mieux intégrer à ton quotidien. Puis essaye de l'en maintenir une semaine, une journée, 2 journées, une semaine, 3 semaines. Commence avec ça, OK? Puis ensuite, c'est de se donner des objectifs réalistes, OK? Voilà. Souvent, comme on a dit, l'âge chronologique avance. Quelqu'un qui s'est entraîné longtemps dans sa vie, souvent, va arriver un petit peu préparé. On a parlé tantôt de ralentir ou contrer la sarcopénie ou l'ostéoporose, par exemple. Et c'est sûr que si on n'a pas fait beaucoup d'exercices, on part de plus loin. Fait que ce que les influenceurs nous vendent des fois en 30 jours, si vous commencez à suivre les conseils à Marie-André à Noël, vous allez être correct. Ben non, ça n'arrivera pas. Fait que quand on a un point de départ, il faut comprendre que faut avoir des objectifs réalistes sur le long terme. On peut faire plein de petites choses à court terme, moyen terme, mais il faut voir ça sur le long terme. Puis, il faut le voir comme un allié. Fait on commence avec des habitudes, des saines habitudes de vie. On intègre tranquillement pas vite différents types d'activités, parce que comme on a vu aujourd'hui, ça prend une variété pour s'aider, en tout cas. Puis après ça, j'irais vraiment là, dans bâtir une endurance musculaire, une endurance cardiovasculaire, avec une certaine portion de souplesse et tout ça. Flexibilité un peu. Puis quand la personne a pris un certain rythme, mais c'est sûr que je voudrais quand même intégrer une portion plus musculaire à tout ça. Tu sais, j'ai déjà entendu, c'est vraiment vague, j'ai pas la bonne référence, mais j'ai déjà entendu une étude qui parlait de en anglais, le grip strength. Oui. Donc, la force de préhension. La force de préhension, oui. Oui, la force de préhension. Donc, il disait dans cette étude-là que la force de préhension est un bon indicateur de comment les gens vieillissent. Oh, intéressant. Mais tu sais, si on se remet là, dans notre contexte actuel, j'ai 60 ans, par exemple, je vis seule. J'allais faire l'épicerie. Si le sac avec les 3 tomates, je trouve lourd, ça va être long. Fait que ça ira pas en s'améliorant si on fait rien, si on n'agit pas dessus. Ça ira pas en s'améliorant parce qu'il y a le phénomène de vieillissement qui va s'installer puis qui va m'influencer. Donc, c'est sûr que force maximale ici, encore une fois, on revient à des choses qui ont de l'allure. Je pense que c'est important de le tester, d'en faire pour pouvoir améliorer notre condition de vie. Donc, j'irais vraiment dans un type d'éventail vraiment varié. Parfait. Super. Wow, c'est génial, c'est formidable. Parfait. Merci de toute ta générosité. Sérieusement, ça a été... J'ai appris plein de choses en plus. Je suis persuadée que c'est le cas pour vous aussi. Alors, merci 1000 fois. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci. Super. Alors, merci d'avoir été là et à très bientôt.